Les estivales de la question animale. Ok, c'est parti pour le programme de cet après-midi. On reprend donc... Ah oui, avec le bon micro. On reprend donc le programme de cette journée de conférence sur la thématique de l'action à travers sa carrière. Il nous a semblé intéressant de convier un certain nombre de responsables associatifs à parler de comment ils réfléchissent à leur recrutement dans leur organisation et sur quels critères ils vont s'intéresser ou pas à des candidatures. Donc c'est ce qu'on vous propose d'explorer maintenant avec des très courtes présentations. Donc de Amadeus de l'association Futur, Guillaume Voreux de Altruisme Efficace France, Elena Bénard du Parti Animaliste, Jérôme Guillet de l'Association Végétarienne de France, Jonathan Guéguin de l'association Apala, Keivan Mostafavi de Assiette Végétale et Melvin Joss de Convergence et Animaux Politiques. Et moi-même, j'interviens aussi donc au nom des estivales de la question animale et de la question aquatique, l'association organisatrice des Journées mondiales pour la fin de la pêche et pour la fin du spécisme. Voilà, et sans transition, Amadeus, tu peux démarrer. Yes. Impeccable. Donc, nous, je vais vous parler du recrutement, comment recruter dans l'animalisme vu par Futur. Donc, ce n'est que notre point de vue. C'est au fur et à mesure des expériences qu'on a à peu près vu cela. Donc, à première idée, on pourrait se dire que c'est les plus militantes, les personnes les plus militantes qu'on embaucherait. Et en fait, pas nécessairement, parce que les personnes les plus militantes sont souvent porteuses de projets et leaders. Et dans une organisation, il faut plutôt se conforter à la vision de l'organisation et pas de son propre projet. Donc, vous le verrez après, le militantisme, le côté militant engagé n'est pas le plus recherché en premier lieu. En plus, c'est souvent, quand on a été militant, comme moi-même je l'ai été, on a des positions très tranchées, sauf que dans une organisation, il faut des fois faire des concessions. C'est compliqué de pouvoir prendre des positions et des fois, il faut faire des choix stratégiques. Et donc, voilà. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'une personne très engagée, très militante, dans tous les cas, elle va continuer d'agir dans un point de vue d'altruisme efficace. C'est peut-être pas, comme vous avez eu les présentations tout à l'heure, c'est peut-être pas le meilleur endroit d'être avec une organisation où dans tous les cas, il y aurait eu quelqu'un qui va être engagé pour les animaux. Cette personne, toute seule, aurait pu faire quelque chose pour les animaux. Donc, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est surtout des personnes avec qui on peut collaborer, donc qui arrivent à travailler en équipe, qui ont une intelligence collective de savoir que être en équipe, c'est compliqué, qu'il n'y a pas que son point de vue, il n'y a pas que son projet et qu'on fait partie d'un groupe et d'une organisation. Être aussi beaucoup dans l'humilité des points de vue, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas ce qu'on savait il y a 5 ans sur les animaux, sur notre cause ou sur d'autres points de vue. Et donc on cherche beaucoup, en tout cas c'est notre grande valeur, nous chez Futur, c'est l'humilité et la communication. Et donc, il y a un projet qui a essayé de se mettre en place, qui a une charte de l'animalisme inclusif. Et donc, nous, on reprend les valeurs de cette charte. En deuxième lieu, on va chercher une personne qui a certaines compétences. Bien sûr, il faut... on ne vient pas travailler juste parce qu'on est sympa. Donc, on cherche des gens avec des compétences spécifiques. Il y a des spécificités en fonction de l'emploi. Par exemple, nous, on est beaucoup dans la vidéo, donc on cherche des gens compétents sur le montage de vidéos. Et donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point sur lequel on va essayer de se concentrer lors des entretiens, c'est sur l'implication à long terme. C'est-à-dire qu'on va aussi essayer de construire. En fait, on co-construit des projets, mais on co-construit aussi beaucoup des relations. Et dans l'emploi, on co-construit des relations sur lesquelles on peut... même les personnes vont évoluer, elles vont changer de statut, de projet, voire de fonction. Et donc, on recherche ça aussi. Et donc là, en quatrième, c'est la motivation. Le fait que ces personnes soient à fond, donc le côté engagé militant, ça devient seulement en quatrième position, en tout cas pour chez nous. Donc comme je le disais, chez Futur, nous on choisira surtout une manière d'être, je ne sais plus comment on dit, les soft skills je crois,
soft skills. Et en fait, en reprenant un peu la présentation d'hier de Pro Animaux, il y avait le savoir-être. Vous saviez, il y avait les 3 savoirs. Petite dédicace une deuxième fois. Il y avait le savoir-être. Et ça, en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des parents. On ne peut pas éduquer les gens sur leur savoir-être. Il y avait le savoir-faire qui est plus lié aux compétences. Et là aussi, nous, on essaye que des gens ont déjà des savoir-faire. Et après, il y avait le savoir. Et en fait, le savoir qui est connaître notre cause, connaître les enjeux, ça s'apprend assez facilement. Et donc, c'est pas le critère numéro 1. C'est pour ça que même le militant ou la militante, c'est pas le numéro 1 qu'on va chercher. Et c'est plutôt sur le savoir-être ou voir le savoir-faire. Après, chez Futur, bon, nous, on ne s'est pas payé, donc vous êtes au SMIC, donc on cherche des personnes prêtes à sacrifier leur salaire. C'est une forme de bénévolat, en fait. Les salariés chez Futur sont presque des bénévoles, parce qu'ils pourraient gagner 3 000 € ailleurs, mais ils préfèrent être payés 1 000 € chez nous. Voilà, et puis on est beaucoup en télétravail, et puis on est sur le changement culturel, donc on cherche beaucoup des profils qui sont dans la communication. Voilà, donc la petite promo du jour, si vous êtes intéressés, c'est qu'on cherche des monteurs et des monteuses vidéo, des journalistes, des web designers, graphistes, des organisatrices et organisateurs d'événements, des chargés d'action. Bon, je vous laisse lire, voilà, vous savez lire. Responsable textile. À bon entendeur. Voilà, c'est tout pour moi, je crois. Si, un petit bonus. Voilà, un petit bonus pour si vous ne voulez pas travailler chez nous, mais pour vous. Des pistes générales, on a l'impression que ça a été aussi un peu évoqué, je crois encore avec vous, que les profils les plus recherchés, c'était dans la communication, parce que les associations ont un gros besoin de communication, connaître les réseaux sociaux, comment toucher les gens, impacter, c'est très, très recherché. L'administratif, ça avait été dit, vous l'aviez un autre nom, je crois que c'était... Opération, l'administratif dans les associations, et puis la collecte de fonds, parce qu'on en a besoin pour vivre. Voilà, merci beaucoup. Ok, de mon côté, donc Guillaume, je vais vous parler du besoin en recrutement à Altruisme Efficace France. C'est un bien grand mot étant donné que nos effectifs salariés, vous les avez devant vous. On a par contre du coup quand même de temps en temps la chance de pouvoir recruter des personnes en stage ou sur des missions ou encore plus fréquemment, nous aussi on exploite un petit peu l'altruisme des gens et donc pas mal de bénévoles cherchent à travailler avec nous. Et donc c'est vous dire ce qu'on cherche de manière peut-être un petit peu indifférenciée généralement. Donc là, ce que je vous montre, c'est les principes fondateurs, les guiding principles dans le mouvement de l'altruisme efficace. Et c'est un petit peu les valeurs qu'on a. Donc, comme on a des recrutements sporadiques et sur des fiches de poste, des fiches de mission qui peuvent varier, je pensais que c'était plus intéressant de vous dire un petit peu le genre de culture qu'on cherche à avoir dans le mouvement et notamment dans l'association Altruisme Efficace France. La première chose, c'est commitment, alors c'est évidemment en anglais, c'est l'engagement. Globalement, c'est à quel point est-ce que les gens sont motivés et ont particulièrement envie sont prêts à faire des efforts pour les autres. Quelque chose qui est important, c'est l'ouverture. Dans l'altruisme efficace, on cherche en général à travailler avec des gens qui sont prêtes des personnes qui sont prêtes à changer d'avis et à revoir leur position sur la base d'arguments. On va essayer d'avoir des discussions basées sur les preuves et pas juste sur un feeling interne, une conviction profonde. On est beaucoup dans la collaboration. Généralement, les gens qui font un travail sont très contents de partager ce travail gratuitement quand c'est possible. Et donc, on va beaucoup se partager des ressources, se faire du feedback, se donner des coups de main. Et donc ça, c'est vrai au niveau du mouvement et c'est vrai au sein de l'association. Et qui font preuve d'intégrité, c'est-à-dire que,
En fait, c'est un petit peu le socle sur lequel se construit la confiance à l'échelle de la société et à l'échelle de l'association. Donc ça, c'est les guides, les principes guides, disons. J'ai voulu en rajouter quelques-uns qui, moi, me parlent et sont peut-être plus liés à moi. L'idée, c'est marqué priorisation des causes. C'est plus généralement la priorisation, c'est savoir que dans tous les cas, on est sous une certaine tension. On a énormément de problèmes dans le monde, on a des ressources limitées, et dans tous les cas, on ne va pas aimer la réponse. On ne va pas aimer la réponse qui va être d'ignorer un certain nombre de bénéficiaires et ignorer un certain nombre de problèmes et de projets sur lesquels on pourrait travailler pour pouvoir, avec nos petits bras musclés et nos petites ressources, se concentrer sur ce qu'on espère être le plus impactant de loin. Donc voilà, ce qu'on va chercher, c'est des personnes qui comprennent ce dilemme difficile qu'on est obligé de faire régulièrement. J'ai rajouté quelques trucs à quoi moi je prête attention lors des recrutements. D'une part, je cherche à ce que les personnes avec lesquelles je travaille soient fiables, c'est-à-dire que souvent je vais devoir beaucoup déléguer ou me collaborer avec les gens, et si quelqu'un n'est pas fiable, je vais... en fait, ça a un vrai coût. C'est pire d'avoir quelqu'un qui me prévient qu'il ou elle va faire quelque chose et qui en fait ne peut pas, s'est engagé trop vite et en dépit à l'insu de son plein gré, en fait, est moins disponible que prévu. C'est pire ça que de ne trouver personne à l'origine. Donc la priorisation, j'en ai parlé. L'esprit rationnel et quantitatif, c'est assez important. Pour évoluer dans l'association en général, on va essayer de quantifier ce qui peut l'être. Et aussi donc l'ambition ou disons la motivation pour essayer de faire des choses importantes et essayer d'aller plus loin. Mon dernier hashtag, c'est « ça dépend », vraiment, parce qu'on va chercher des gens différents pour des postes différents. Et c'est pour ça, encore une fois, que je me concentre plus sur la culture, en tout cas dans cette présentation, les valeurs des gens, et c'est important qu'elles soient partagées, plutôt que sur des compétences spécifiques. Voilà pour moi. Du coup, sur les besoins concernant le parti animaliste, déjà sur les besoins généraux nous concernant, de notre côté, on a une particularité qui est peut-être partagée par d'autres structures, mais en tout cas, on est à 100% télétravail. Donc, du coup, ça demande déjà d'avoir des personnes qui ont une grande autodiscipline pour être en mesure de se motiver soi-même à travailler, surtout dans un cadre qui est assez libre, c'est-à-dire par exemple il n'y a pas d'horaire très fixe. Du coup c'est vraiment à chacun de se donner cette structure-là en tout cas, et tout le monde n'a pas forcément cette capacité. Ça demande aussi d'être en mesure d'accepter, on va dire, une part d'isolement, dans le sens où si on est quelqu'un qui a besoin, des grands besoins, on va dire, d'interaction sociale, c'est sûr que ce sera peut-être pas forcément le plus adapté d'être en 100% télétravail pour répondre à ces besoins-là. Donc ça, c'est quelque chose à prendre aussi en considération. Et ça demande aussi d'avoir évidemment de l'autonomie dans son travail. Donc quand je dis de l'autonomie, c'est à la fois donc cette capacité à laquelle on pense en premier à travailler de manière indépendante, évidemment, mais c'est aussi l'autonomie suffisante pour se rendre compte en fait à quel moment on a besoin des autres. Et donc d'être en mesure de se tourner vers les autres quand il le faut, pas trop souvent, mais en même temps ne pas le négliger quand c'est nécessaire. Par exemple, une personne qui va rester toute seule dans son coin parce qu'elle est face à un problème et qu'elle va pas se tourner vers les autres, ça peut être un vrai problème, parce qu'on va du coup, la personne va être dans une situation, elle va se sentir mal parce qu'elle n'arrive pas à avancer comme elle veut, et le travail n'avance pas. Donc ça, tout le monde y perd. Donc c'est important aussi que la personne soit en mesure de se rendre compte quand elle a besoin de se tourner vers les autres.
Du coup, on attend de l'autonomie, mais on offre aussi beaucoup d'autonomie dans le cadre du travail. Par exemple, on considère que la personne, si elle est responsable d'une tâche, c'est aussi elle qui va être en mesure de le mieux identifier quels sont les besoins concernant son domaine de responsabilité. Et donc, du coup, ça demande d'avoir une personne qui est aussi en mesure de se fixer elle-même des objectifs, à la fois pour elle-même et à la fois pour les projets qu'elle gère. Donc ça, c'est pareil, il y a certaines personnes qui peuvent avoir plutôt tendance à vouloir à ce qu'on leur dise quoi faire, et ce qui est tout à fait respectable, mais en l'occurrence, c'est vrai que ça va pas être le genre de profil qu'on va rechercher de notre côté. Sinon, sur les autres compétences transversales qu'on va rechercher un petit peu, il y a la question de la fiabilité et de la rigueur. Donc ça, c'était évoqué. C'est aussi un besoin assez fondamental qu'on va avoir. Évidemment, s'il faut repasser sans arrêt sur le travail qu'a fait une personne, on perd beaucoup de l'intérêt et de l'efficacité de la structure. Donc ça, c'est pas du tout l'objectif. Et pour recroiser avec d'autres conférences qui ont été faites, la question du growth mindset, donc l'esprit de croissance, c'est aussi quelque chose qui est important, d'avoir une personne qui va pas juste se contenter de faire son job et pas aller au-delà, mais d'une personne qui va être tout le temps en recherche de faire toujours mieux, que ce soit à titre individuel, de s'améliorer constamment en cherchant tout le temps à apprendre de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles compétences, et à la fois à faire grandir aussi son propre travail, à chercher comment améliorer les process, comment améliorer la qualité de son travail, comment améliorer peut-être son équipe si la personne a une équipe à gérer, ou au moins des bénévoles. Donc ça aussi, c'est un point important qui peut vraiment faire la différence, surtout sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. Et après, sur les profils, je vais pas citer des profils, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, mais du coup, nous, comme on a connu, on va dire, différentes phases en termes de recrutement et de nombre de salariés, je dirais que un point à prendre en compte, surtout si vous recherchez à travailler dans une structure, c'est aussi de prendre en compte, à dire où en est la structure dans son évolution sur le nombre de salariés dont elle dispose. Une structure qui a aucun salarié, qui va recruter son premier salarié ou qui a très peu de salariés, va dans un premier temps avoir besoin de profils qui sont très polyvalents, qui sont capables de faire plein de choses différentes, parce que on va plutôt être sur, déjà, j'ai envie de dire, sur des fonctions support où il s'agit de gérer des tâches qui demandent beaucoup de disponibilité, beaucoup de réactivité, et ce qui sont du coup plus difficiles à confier à des bénévoles. Et des tâches qui sont aussi malheureusement un petit peu plus ingrates, comme par exemple la gestion des dons et des adhésions, la réponse aux mails de contact qu'on peut recevoir, à l'administratif, etc. C'est des tâches qui font pas rêver les bénévoles en général, sur lesquels c'est plus difficile du coup de trouver des personnes qui vont le faire sans être payées, et du coup d'avoir, en tout cas au moment où une structure commence à recruter ses premiers bénévoles, ça va souvent être sur ce genre de tâches. Alors l'avantage, c'est que du coup c'est accessible à un nombre de personnes qui est très, très large, puisque ça ne demande pas des compétences très spécifiques. Par contre, du coup, quand la structure commence à se développer, en général, c'est là où elle va rechercher des profils qui vont être beaucoup plus pointus, avec des compétences qui sont beaucoup plus spécifiques. Et c'est là où, si vous, par contre, vous avez des compétences qui sont assez poussées sur un domaine particulier, vous avez peut-être plus intérêt à vous tourner vers des structures qui ont déjà un certain nombre de salariés et qui vont être justement plutôt dans cette recherche de combler, en fait, le manque de compétences qu'il va y avoir dans l'équipe bénévole actuelle. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile des fois de projeter sur des besoins concrets, parce qu'on peut avoir par exemple une équipe bénévole où on a quelqu'un qui va être hyper compétent sur un domaine précis, et peut-être que si elle n'était pas là, cette personne bénévole, on recruterait quelqu'un, mais en l'occurrence là il se trouve qu'on a quelqu'un de bénévole qui fait le job super bien, et du coup on n'a pas besoin de recruter. Donc du coup les besoins peuvent être assez variés par rapport à ça, mais c'est vraiment ce truc de se dire, ben voilà, on cherche à combler les compétences qu'on a déjà au sein qui nous manquent justement dans l'équipe bénévole. Voilà. Je laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui. Alors moi je représente donc l'association végétarienne de France, et dans cette association on est une dizaine de salariés avec du coup des profils assez différents. Donc les besoins de recrutement vont dépendre pas mal de ce profil. Donc bien sûr il va y avoir des attentes assez génériques, bien sûr de capacité de travail en équipe notamment,
on a une approche aussi bienveillante que possible à l'AVF, et du coup on a envie d'insuffler ça, de personnaliser ça avec toutes les personnes qui travaillent à l'AVF. Et bien sûr, après, les compétences dépendent du profil. Alors, je peux vous donner un peu une idée de l'éventail de ces profils. On a des choses qui sont assez courantes dans le milieu associatif, comme des besoins de communication, donc sur les réseaux sociaux, mais aussi donc à l'AVF, on a une revue qui s'appelle Virage, et donc du coup avec des besoins plus de rédactionnel écrit. On a aussi un besoin de gérer les groupes locaux. On a beaucoup de groupes locaux dans toute la France, avec du coup une personne qui va être chargée, voilà, de gérer les relations avec tous ces bénévoles, donc travailler avec beaucoup de bénévoles différents, insuffler une dynamique, etc. C'est un travail aussi à part entière, et qui n'est pas toujours aussi facile de bien gérer la relation entre personnes salariées et bénévoles qui du coup ont des contraintes différentes et des motivations parfois différentes, notamment des contraintes horaires, beaucoup de choses à prendre en compte, et ça c'est quelque chose en soi. Et ensuite, je voulais aussi parler, et c'est quelque chose sur lequel on a recruté récemment et on va recruter aussi dans les prochains mois, c'est notre pôle V-Label. Et là, c'est du coup des aspects un peu plus techniques. En fait, le V-Label, donc vous connaissez peut-être le label qui labellise des produits végétariens ou véganes. Et donc en France, c'est l'AVF qui le donne aux entreprises, après avoir fait tout un dossier pour vérifier que, évidemment, que le... Bon, peut-être que donner n'est pas le bon terme. Je vois des personnes qui rigolent. Donc, qui l'octroie aux entreprises après tout un processus rigoureux. On a tout un cahier des charges, etc., qui doit être pris en compte par l'entreprise, et qui doit prouver que les produits respectent bien ce cahier des charges. Et donc, on a une personne qui va notamment vérifier, être en contact avec les entreprises, vérifier que tout ce cahier des charges est bien vérifié. On a recruté récemment une personne qui est plus d'un point de vue commercial, c'est-à-dire vraiment aller prospecter des nouvelles entreprises qui pourraient être intéressées pour avoir ce V-Label, pour développer plus avant le V-Label, avoir plus d'entreprises qui labellisent leurs produits. Et dans les prochains mois, on aura un recrutement pour une personne qui va gérer l'ensemble de ce pôle, en fait, qui va donc être plus responsable du pôle. Enfin, un profil dans les prochains mois aussi qui devrait apparaître. Et c'est un profil beaucoup plus général. C'est un profil de directeur, directrice des projets, en fait. Donc on va avoir... Du coup, dans l'association, on a déjà une coordinatrice de l'équipe qui gère, qui va devenir directrice des opérations, qui va gérer les opérations au quotidien, coordonner l'équipe, etc. Et on prévoit un profil plus développement, donc dont le projet, les objectifs sera de développer de nouveaux projets, aussi de faire de la levée de fonds et de faire de la relation publique, représenter l'association dès qu'il y en a besoin dans la presse ou au niveau du public ou des autres partenaires. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Jonathan Guéguin, je suis le directeur de l'association Apala. Donc Apala, c'est une association écologiste à but non lucratif, donc que j'ai créée en 2013. Alors pourquoi Apala? Ça veut dire aux petits acteurs l'avenir. Bon, ça fait un peu cucu, ok. Alors du coup là on a, en gros, je vais vous parler plus d'un retour d'expérience de ce qu'on a vécu dans l'association ces derniers temps, que d'un besoin d'embauche, parce que là du coup on était 7 salariés et un service civique l'année dernière. Là officiellement je suis le dernier salarié et ça me soulage grandement.
On pourra en discuter en plus en détail si vous voulez après. En gros, dans l'idée, moi là, j'ai refondé toute la structure. En gros, on est devenu un think and do tank des transitions. Et j'ai précisé sur une page onboarding un peu la posture attendue des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans l'association pour ne pas être confrontées à des déconvenus, ce qui a été le cas dans le passé. Donc cette page-là, c'était un peu l'intérêt de rappeler tout simplement les statuts de l'association qui ont été mis à jour, la raison d'être de l'association, le slogan de l'association. Alors, en gros, pour résumer, c'est pour un mode de vie soutenable, l'association vise à promouvoir des solutions donc scientifiques pour améliorer la soutenabilité de nos modes de vie. Et du coup, on a une perspective altruiste efficace dans le sens où en fait, on considère les individus pour qui ils sont et non pour ce qu'on voudrait qu'ils soient, par exemple, transformés en nourriture. Donc voilà le positionnement peut-être un peu particulier de la structure. Et j'ai trouvé une ressource tout à fait passionnante grâce au réseau de l'altruisme efficace. C'est le Scout Mindset de Julia Galef qui propose en fait d'adopter une posture constructive, qui propose en fait de ne pas se sentir menacé face à une information qui ne va pas dans notre sens, mais plutôt se sentir intrigué. Et là, j'ai détaillé en fait sur le site. Alors, donc cette page-là, vous pouvez la retrouver sur wiki.apala.fr dans l'espace public et vous pouvez vous en inspirer ou l'utiliser sans problème. Et du coup, dedans, il y a les ressources qui sont un peu explicitées. Et après, dedans, on a parlé de l'attitude un peu plus particulière qu'on attendait des personnes pour travailler avec nous. Donc, c'était une attitude positive et constructive. Alors, il faut savoir qu'il y a un biais de négativité très très fort, alors de ce que j'ai cru comprendre particulièrement en France, mais en gros dans le milieu de l'écologie également. Et du coup, l'idée, c'est de sortir un peu de ce biais de négativité-là et de voir un peu le monde comme, d'avoir une vision plutôt positive face à l'avenir. Et ça, on l'inscrit maintenant dans la partie du think tank. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller lire cette page qui détaille un peu la posture attendue. Peut-être une précision que je peux apporter. À l'époque, on avait des profils. En fait, majoritairement, on touchait des profils ingénieurs dans la structure parce qu'on a mené des projets d'ingénierie soutenable pendant près de 10 ans. Et la posture qu'on a accueillie en tant que salarié, du coup, c'était des postures salariales. Et en fait, dans la structure, on avait besoin d'avoir plutôt des postures entrepreneuriales. Et il faut savoir que c'est pas la même chose d'avoir une personne qui est porteuse de projet et une autre personne qui s'inscrit dans un projet. Et là, du coup, on a révisé aussi la stratégie de la structure pour ne plus être confronté à une posture salariale parce qu'on n'en cherche pas officiellement aujourd'hui, mais plutôt des porteurs de projet. Donc typiquement, concrètement dans les faits, comment ça se traduit ? On a passé en gros, les projets d'ingénierie, on les a mis dans un startup studio. Alors c'est un terme que je ne connaissais pas, mais en fait c'est comme un incubateur mais qui propose aussi des projets en interne. Et là tous les projets d'ingénierie on les a mis dans un catalogue de projets où les gens peuvent voir les projets et se dire ok je vais m'engager sur ce projet-là. Et nous de notre côté en fait c'est pas l'idée d'aller salarier une personne mais c'est plutôt de trouver le bon porteur de projet et que la personne déjà se sente de porter le projet et non pas qu'elle vienne s'inscrire dans un projet qui est dans une structure. Et nous, après, l'idée, c'est d'accompagner le porteur de projet. Donc, c'est plutôt une histoire de posture, mais en fait, je pense que ça découle beaucoup sur l'interaction qu'on peut avoir en interne. Voilà. Ouais, j'ai un truc. Merci. Alors moi je me suis jamais chargé de recruter quelqu'un, j'ai même jamais été dans le processus d'aider à recruter quelqu'un et j'ai pas un poste de directeur, directrice ou chargé de relations humaines comme c'est le cas je pense pour pas mal de gens ici. Donc encore une fois je vais surtout parler de ce qu'on recherche au niveau de la culture et des valeurs. Donc que ce soit Assiette Végétale ou à Anima International qui est l'association à laquelle appartient Assiette Végétale. Juste une mention, mais du coup c'est plutôt dans les autres pays où opère Anima International où apparemment mes collègues ont beaucoup de mal à trouver des chargés de campagne. Il y a peu
quand on ouvre des postes de chargé de campagne, apparemment il y a peu de candidatures, et il y a peu de candidatures qui semblent vraiment intéressantes sur ce genre de poste. Donc, je vais surtout parler de la culture qu'on recherche. C'est quelque chose auquel on fait vraiment très attention au sein d'Anima International et d'Assiette Végétale, que les gens qu'on embauche soient alignés avec les valeurs qui nous semblent importantes. Et donc, je l'ai mis sur la clé. Ok. Donc je vais citer. Ouais, merci. Je vais citer quelques valeurs, on en a plus que les 8 que je vais montrer, mais quelques valeurs qui sont très importantes pour nous, et quand je dis que c'est très important, c'est qu'on prend vraiment ça très au sérieux, et que quelqu'un qui a l'air d'avoir un profil génial, par exemple, pour être chargé de campagne, si on a l'impression que il va pas être aligné, il ou elle ne va pas être aligné avec ces valeurs-là, probablement qu'on va pas l'embaucher. Voilà, alors... tout d'abord, travailler dans le meilleur intérêt de l'organisation et de l'équipe, c'est-à-dire viser un monde avec le moins de souffrance animale possible, donc avoir toujours en tête le but ultime de notre organisation qui est de réduire la souffrance animale, d'aider les animaux. C'est des traductions en français, hein, donc parfois c'est dur de trouver des traductions parfaites françaises des mots en anglais. Rentabilité, qui pourrait être aussi, je pense, être traduit par... efficacité. Donc nous voulons faire la plus grande différence possible. Donc nous nous concentrons sur les actions qui portent le plus de fruits avec le moins de ressources possible. Donc, voilà, ça c'est pas très original. Esprit critique. Nous remettons tout en question, surtout nous-mêmes, et restons intellectuellement humbles. Donc ça c'est quelque chose de très important vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de nos collègues. Et donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la culture du feedback, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ce que font nos collègues. Et comme ce qui nous intéresse, c'est d'aider les animaux à la fin, si on pense qu'un collègue est en train de faire quelque chose qu'il ou elle pourrait mieux faire pour les animaux, eh ben, il faut qu'on lui dise. On est tous responsables du fait que l'organisation fonctionne bien. Autorité de la compétence, donc nous voulons faire le travail de la meilleure façon possible. C'est pourquoi notre travail n'est pas basé sur le statut ou la démocratie, mais sur la compétence. Voilà, donc on dit souvent qu'on n'est pas une démocratie chez Anima International, c'est-à-dire que si quelqu'un est responsable d'une tâche donnée, c'est il ou elle qui a la responsabilité de choisir ce qu'il ou elle va faire avec cette tâche. Et donc même si tout le reste de l'association pense que c'est une mauvaise idée, la personne qui est responsable va faire son choix, doit l'assumer, sera jugée en fonction de si c'était effectivement un bon choix ou pas. Mais voilà, on n'a pas de processus de vote ou de démocratique, pas au niveau de comment l'organisation est structurée au niveau du bureau, mais je veux dire dans la prise de décision. Dans la plupart de nos prises de décision, on n'a pas besoin de chercher l'assentiment de nos collègues. Sécurité psychologique, ça c'est un concept très important. Donc nous prenons la responsabilité de construire la sécurité psychologique dans le groupe. Nous ne tolérons pas les blâmes et apprenons à ne pas être offensés lorsque nous sommes soumis à une analyse critique. Donc l'idée de la sécurité psychologique, c'est non seulement d'être bienveillant, c'est-à-dire de construire une culture et une ambiance où les gens se sentent bien, se sentent respectés par leurs collègues. Donc ça c'est un côté, mais c'est aussi apprendre à recevoir des critiques, à recevoir des retours critiques sans être offensé et sans décourager ses collègues de faire ce genre de retour. Et d'ailleurs, il y a une étude au moins qui montre que la sécurité psychologique au sein d'une organisation, c'est l'un des meilleurs prédicteurs du succès de cette organisation, que ce soit une entreprise ou une association à but non lucratif. Il faut bien comprendre la sécurité psychologique, non pas comme étant un endroit où tout le monde est gentil avec ses collègues, c'est en partie ça, il y a le côté bienveillance, mais vraiment le côté aussi où on est capable de dire des choses difficiles, de se dire des choses difficiles les uns aux autres. Honnêteté radicale. Nul besoin de deviner nos intentions, car nous sommes totalement honnêtes les uns envers les autres, c'est-à-dire que, voilà, c'est encore dans cette idée de feedback, et ce qui est bien aussi, c'est que si moi, j'ai pas besoin d'avoir peur, en fait, que mes collègues, peut-être, pensent des choses mauvaises de moi, parce que s'ils respectent les valeurs de notre association, normalement, ils me les ont déjà dites. Liberté, nous sommes libres de décider sur quoi nous voulons nous concentrer et quelles règles nous voulons suivre. Donc c'est encore cette idée que on est vraiment libre dans ce qu'on fait dans l'organisation, tant qu'on fait ça pour aider les animaux. Et responsabilité, voilà, on se tient. C'est aussi un peu cette idée de accountability. Donc
si on prend des décisions, qu'on est libre de prendre vu les valeurs précédentes, on doit aussi assumer les résultats et être prêt à être jugé ou critiqué en fonction des choix qu'on a faits. Et pour finir et pour donner un exemple concret, je pense, qui illustre bien tout ça, c'est encore une fois, c'est un feedback. Je pense que le feedback, en fait, la culture du feedback, ça regroupe plein de valeurs différentes qui sont importantes. Donc, pour le contexte, c'est un feedback que j'ai trouvé sur notre drive. Je connais pas trop le contexte. C'est un feedback qui a été donné à l'ancienne directrice de Anima International, qui s'appelle Kirsty, qui travaille toujours chez Anima, mais qui est plus directrice maintenant. Et donc, c'est un feedback qui est public sur le drive. Je l'ai mis en entier parce que je trouvais qu'il y avait des nuances. Enfin, je voulais montrer un peu toutes les nuances qu'il y a dans un feedback. Donc, oui, juste pour le contexte, donc apparemment, Kirsty avait eu une réunion à propos de notre branche ukrainienne qui maintenant n'existe plus. Et donc, une personne qui a assisté à cette réunion lui a fait un feedback après la réunion. Kirsty, j'ai un petit retour pour toi. J'aurais dû t'écrire après l'appel concernant l'Ukraine. Mon retour est principalement basé sur l'impression que j'ai eue, donc c'est de la traduction évidemment hein, en français, c'était en anglais à la base. Mon retour est principalement basé sur l'impression que j'ai eue lors de l'appel mentionné ci-dessus. Donc ce n'est probablement pas très concret, mais je pense quand même que cela vaut la peine d'être mentionné. Pendant l'appel, j'ai eu l'impression que ta façon de construire tes communications, tes réponses, était très diplomatique, avec une touche un peu de relations publiques, donc c'est public relation en anglais, et construite de manière non directe. En y réfléchissant, j'ai réalisé que ce n'était pas la seule situation où je t'avais entendu parler de cette manière, et je pense que tu as peut-être tendance à le faire. Je vois comment cela peut être utile, et je suppose que cela peut provenir de ton expérience dans les médias. Cependant, dans le contexte d'un appel interne, cela donnait l'impression que tu étais malhonnête, ou que tu cachais peut-être des informations au reste d'entre nous. J'ai peut-être accordé plus d'attention à cela que je ne l'aurais normalement fait, car la veille, nous avions eu un appel analogue en Pologne, et la différence que j'ai vue en termes d'honnêteté et de franchise m'a marqué. Je vois qu'il y a de nombreux facteurs qui auraient pu influencer ma réception de ta communication, comme la langue, le fait que je ne sois pas une locutrice native en anglais, les différences culturelles entre Odverty-Klatki, qui est la branche polonaise, et Anima International en entier. Malgré cela, je pense qu'il pourrait être utile pour toi de recevoir cette information. Sache que je faisais partie de l'équipe logistique à l'époque où l'appel a eu lieu, et je sais que tu étais en fait honnête. Je ne remets pas cela en question, je voulais juste souligner ce que j'ai ressenti, en ayant une certaine connaissance de la situation, et t'informer de l'impression que j'ai eue. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ce feedback, et voilà, nous on a envie d'embaucher des gens qui sont capables, s'ils pensent que la directrice de leur organisation n'agit pas de la meilleure façon, qui sont capables de lui écrire pour le lui dire. Voilà. Merci. J'ai pas de présentation pour ma part. Alors, pour ma part, donc, je suis dans l'événementiel animaliste à plein temps. J'organise principalement 3 événements, donc les estivales de la question animale et puis 2 journées mondiales, une pour la fin de la pêche et des élevages aquacoles et l'autre pour la fin du spécisme. Je fais donc ça dans le cadre de 2 associations, formellement, les estivales de la question animale et la question aquatique. Alors, quelle est la meilleure façon de tenir sans que ça l'arsène ? Ok. Bon, le point commun à ces associations, c'est qu'elles sont plutôt petites et j'ai l'impression que la façon dont j'appréhende le recrutement dans ces organisations, recrutement que je pratique peut-être une fois par an, c'est pas extrêmement fréquent, mais, c'est une expérience qui, à mon avis, touche plus largement des organisations petites, à savoir je le vis comme de la gestion de pénurie, l'activité au quotidien dans l'association, c'est-à-dire que on a beaucoup d'ambition, on cherche à faire plein de choses, mais on a des moyens qui nous limitent et qui font qu'on n'est pas aussi nombreuses que ce qu'il faudrait pour faire tous les projets idéalement bien. Et donc on doit constamment faire des choix de choses qu'on va sacrifier dans le projet associatif pour que on arrive quand même à faire le cœur de ce qu'on veut vraiment et aller là où on peut avoir le plus d'impact, même si on n'atteint pas la version idéale du projet. Et donc, ce que ça implique d'être dans ce cadre-là, c'est que je pense qu'on a besoin de recruter des personnes qui sont à l'aise avec l'idée que dans leur travail,
il n'y aura pas toujours toutes les ressources pour tout faire parfaitement et qu'elles ne pourront pas réaliser un travail idéal et accomplir un projet qui est parfaitement carré où tout est bien au poil et il faut accepter de produire parfois un travail imparfait à l'heure plutôt que parfait mais très en retard par exemple, parce que comme on n'est pas assez nombreux, du coup on veut prendre plus de temps, mais en fait après on dépasse des échéances qui font que ça n'a plus de sens quoi, de vouloir tout faire parfaitement. Une autre implication du fait d'être une petite structure, à mon avis, c'est que ça engendre un besoin de personnes qui sont plutôt polyvalentes. Ça a déjà été dit avant, mais voilà, par exemple, organiser les estivales, c'est gérer des tableaux de chiffres sur un logiciel de comptabilité, gérer des designs sur un logiciel de graphisme, assumer des démarches administratives qui requièrent des connaissances en droit des associations, en droit fiscal, former, encadrer des bénévoles. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des domaines où à chaque fois, on pourrait recruter une personne dédiée à faire rien que ça, et où il y a même des diplômes spécifiques pour acquérir les compétences spécifiques qui sont dédiées à tout ça. Et pourtant, on a besoin, vu qu'on a la capacité de recruter très peu de gens, on a besoin de personnes qui sont capables de faire un peu de tout ça. Réaliser des dossiers argumentaires, oui, parce que la liste n'est pas finie. Réaliser des dossiers argumentaires pour demander des subventions, convaincre au téléphone des éditeurs de livres de vous accorder une remise, voilà, donc la capacité à négocier, voilà le genre de choses qu'on peut avoir à faire. Autre élément, donc une petite structure, ça veut aussi dire potentiellement qu'on se retrouve à verser des petits salaires parce qu'on a des petits moyens. Et donc nous, ce qu'on fait notamment, c'est le recours à des contrats aidés, ce qu'on appelle les contrats PEC, pour lesquels ne sont éligibles que certains profils, donc des personnes qui sont au chômage, qui sont au RSA. Si vous êtes déjà en emploi, je ne peux pas vous recruter en contrat aidé, vous dire démissionne et viens dans mon asso, non, voilà, pas possible. Donc l'implication évidemment de fonctionner avec des contrats précaires, c'est que ça engendre un turnover. Dès que les personnes montent en compétences et qu'elles deviennent recrutables sur le marché du travail normal, hors contrat aidé, elles vont potentiellement être intéressées d'aller dans une asso, une structure plus grosse, qui paye mieux, qui paye au prix du marché. Et voilà. Et évidemment, c'est toute une difficulté d'arriver à gérer une asso avec un turnover comme ça fréquent. Il faut chaque année reformer des nouvelles personnes à faire les mêmes tâches sans avoir un suivi. Voilà ce que je peux dire sur ça. Donc voilà, on cherche des gens à la fois doués sur plein d'aspects et en même temps qui acceptent un petit salaire et qui veulent bien rester longtemps, idéalement. Autant dire qu'on cherche des profils qui sont vraiment pas simples à trouver. Voilà, bon, pour les estivales en gros. Pour la question aquatique, c'est un peu le même genre de considération. On a besoin de gens qui sont polyvalents, qui peuvent travailler pour pas cher en service civique notamment. On n'a pas vraiment besoin de connaître la cause animale ou les arguments pour faire ce métier-là. Il n'y a pas besoin d'avoir lu tout Peter Singer. Pour une raison qu'un job animaliste ne signifie pas que toutes vos activités vont être spécifiques à la cause animale. Bon, ça a déjà été un peu dit avant, mais je voudrais abonder dans ce sens-là. Vous pouvez vous retrouver à passer des jours et des jours à envoyer par exemple des mails d'invitation personnalisés dans le cadre des journées mondiales. Et ça ne vous apprend pas énormément sur la cause animale, bon, à la rigueur un peu quand même sur les associations qui existent dans le monde dans la cause animale, mais le cœur de votre métier, c'est de la rédaction, c'est des trucs opérationnels où il n'y a pas forcément besoin d'être très calé sur l'animalisme, quoi. Et pourtant, voilà, ce job, il n'est pas moins essentiel dans le cadre de l'activité de l'association, pour le succès de l'événement. Et un dernier point sur lequel je voulais revenir, ça a aussi déjà été un peu dit avant, et donc je vais à nouveau abonder, c'est l'importance des soft skills. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des personnes qui soient simplement d'accord avec le niveau de rémunération, avec le fait d'avoir un métier opérationnel sur l'ordinateur. Il s'agit aussi d'avoir des personnes qui sont à l'aise avec les modalités d'organisation du travail, avec qui la communication soit facile, et donc ça implique certains types de personnalités plutôt que d'autres. Voilà, en quelques mots. Moi je suis Melvin Joss, donc directeur de CAP. Donc CAP, c'est une association qui mène un travail de plaidoyer pour le compte de 25 ONG animalistes. Donc en gros on fait du lobbying
Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais me concentrer. Bon, j'ai quelques éléments qui concernent l'ensemble des profils qu'on va rechercher ou des postes, mais du coup je vais me concentrer sur les lobbyistes, parce que je me suis dit que plutôt que de répéter ce qui a déjà été dit, c'était peut-être ce qui faisait un peu notre spécificité. Pour info, CAP, Convergence Animaux Politiques. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est donc 5 salariés, donc moi directeur, on a une responsable des opérations, une responsable de la collecte de fonds et 2 lobbyistes. Donc voilà, donc de manière générale, on ne cherche pas que des militants, même si vu ce qu'on fait, vu qu'on travaille avec beaucoup d'ONG, c'est quand même un plus, disons, d'avoir une idée un petit peu de l'écosystème et de comment fonctionnent les associations, déjà le monde associatif en général et en particulier animaliste. Mais voilà, mais en tout cas, c'est pas un prérequis pour nous d'être militant. Par contre, et en particulier, je dirais, sur le poste de lobbying, bon, d'avoir une part de sincérité dans l'engagement, je pense que c'est quand même important, ne serait-ce que pour porter au mieux ce qu'on porte auprès des politiques. Avoir une expérience en entreprise, c'est quelque chose qu'on considère comme un plus dans ce que ça amène aussi en termes de culture de travail, etc. Enfin, c'est quelque chose dans le positionnement au travail. Ça, la posture au travail et le savoir-être, c'est aussi un truc qu'on va regarder. Parce qu'on est une petite équipe et que des fois un élément ça peut vite casser une dynamique comme ça dans une petite équipe. Et ça a déjà été dit, mais une démarche d'amélioration continue, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on recherche, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment s'améliorer, qui sont prêts à se remettre en question et à pas rester sur des acquis. Donc sur les postes de lobbyistes qui font un peu la spécificité de notre asso, donc on va chercher des gens qui ont une connaissance, un minimum on va dire de connaissance et de compréhension de la politique, plus qu'une connaissance parfaite, on va dire, des institutions et des process à l'Assemblée nationale, etc. C'est vraiment le sens politique qu'on va regarder. Donc quelque chose qui est un peu moins, qui est un petit peu plus diffus, mais qui est extrêmement important. Donc quand je dis le sens politique, c'est voilà une vraie compréhension de comment on construit un rapport de force, etc. Ce genre de choses. La connaissance des sujets de fond, de ce qu'on porte auprès des politiques, c'est pas du tout un prérequis, parce que ça c'est quelque chose qui peut s'acquérir assez rapidement. Bon, en termes de profil, on va regarder particulièrement des gens qui sortent de master sciences politiques ou en droit par exemple, mais on est aussi ouvert à des gens qui n'ont pas forcément une formation de ce type et qui ont des expériences par exemple au sein de partis ou qui ont été attachés parlementaires par exemple, ce type de choses, évidemment ça sera extrêmement intéressant. Que vous dire d'autre? Bon, un truc qui est propre à ce boulot-là, c'est de savoir gérer les rushs, parce que le temps politique peut parfois être très long, puis des fois s'accélérer très rapidement, ou alors on peut être sollicité sans préavis, on va dire, par les politiques, et donc il faut être capable de réagir vite. Donc quand bien même on peut essayer de s'organiser au mieux, il y a forcément des rushs dans ce métier-là. Bon, la diplomatie, la patience, le professionnalisme, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder parce que on a nos interlocuteurs assos qui sont pas toujours faciles non plus, les politiques qui le sont clairement pas, et donc il faut arriver à tenir certaines positions tout en ne heurtant pas les sensibilités diverses. La rigueur, parce que en fait toute notre capacité d'action elle repose sur la confiance que nous font les politiques, et donc le fait même ponctuellement de fournir un travail disons de mauvaise qualité, c'est quelque chose qui peut entacher cette confiance et donc nous fermer des portes. Être capable de mettre ses idées de côté, parce qu'on rencontre des gens qui ont des idées diverses, et donc se rappeler qu'on est là pour défendre les animaux, et être capable d'entendre des choses avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord. Et je dirais oui, avoir une vision stratégique. En fait, c'est le genre de boulot où on ne peut pas se reposer sur des acquis ou sur des routines ou des choses qu'on a déjà mis en œuvre. Alors, bien sûr, ça arrive, mais il faut souvent être capable de reconsidérer les choses, de repenser les stratégies et de s'adapter à une situation nouvelle, un rapport de force nouveau. Et là, typiquement, tout ce qui se passe en ce moment, ça illustre, politiquement, j'entends, ça illustre ça. Et donc, voilà, quelqu'un qui a une bonne vision politique, c'est quelque chose qui sera pour nous plus important que les diplômes ou ce type de choses. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup à tous. Alors bon, on est déjà au bout du temps qui était prévu. On va quand même prendre une ou deux questions. Ensuite, il y aura 2 présentations non filmées. Et ensuite, il y aura l'atelier qui était prévu, donc de discussion en table ronde non filmée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Allô ? Ouais. Alors, ouais, une question pour Jonathan, pour l'APALA. Quand tu parles de trouver des porteurs de projets, est-ce que c'est une mission, donc des gens ont des projets et l'APALA va les aider à trouver des organismes qui pourront porter ces projets, mais qui ne sont pas forcément l'APALA elle-même ? Alors, quand je parle de trouver des porteurs de projets, c'est la nouvelle stratégie qu'on opère du coup dans le côté Startup Studio. En gros, l'association, c'est un think and do tank des transitions, et dedans, il y a la partie think tank, la partie pôle de formation et la partie Startup Studio, où on a mis tous les projets d'ingénierie qu'on a menés pendant les 10 dernières années. Et en fait, l'idée, c'est par exemple, de répondre à un besoin qui a une quête de sens. Alors notamment chez les ingénieurs engagés, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, mais il y a pas mal de gens qui cherchent, c'est un peu la quête de sens, quoi. Et comme la transition, on va dire que la bataille culturelle est gagnée par l'environnementalisme, en quelque sorte, et du coup les gens veulent s'engager dans ces voies-là, mais ils ne savent pas forcément par quelle boule prendre, vers où aller, quel projet mener. Et nous, l'idée, c'est de proposer ce catalogue de projets en disant, nous, on a développé ces projets-là, et en fait, on est à ce niveau d'avancement de R&D en général sur ce projet-là. On a tel niveau de financement et tel niveau de collaboration avec ses partenaires. Et du coup, ça, on l'expose dans un catalogue de projets et ça permet à des porteurs de projets de se projeter sur ce projet-là. Et nous, l'idée, c'est non plus de mener de front ces projets-là en embauchant les personnes, mais plutôt de les accueillir et de les accompagner en tant que porteurs de projets. C'est bien la différence. Je ne sais pas si je réponds... En partie, ouais. Donc, ce qui reste pas clair, c'est est-ce que du coup, ça se fait forcément sous étiquette APALA ou pas, ces projets ? Ça sera propre à chaque projet. En gros, il n'y a pas de velléité particulière. L'idée n'est pas de dire c'est forcément APALA qui mène ce projet-là. Au contraire, si il y a une nécessité, je sais pas moi, de créer une entité à part, créer une entreprise pour je sais pas quel projet, par exemple le poêle de masse ou les briques de terre crue compressées sur lesquelles on travaille, il n'y a pas de volonté forcément de mettre l'étiquette APALA. Ça peut très bien être une autre entité ou créer une entreprise à partir de ça, quoi. Et je pense que ça va être des stratégies qui vont se mettre en place pour chacun des projets et vis-à-vis des partenaires qui sont dans les projets. Parce qu'on travaille avec vraiment des publics très variés. Ça peut être avec un promoteur immobilier, ça peut être avec une école, ça peut être varié. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une stratégie vraiment globale pour chaque projet, quoi. Ok, merci. Ouais, j'ai oublié de dire aussi, nous, chez Futur, on est un peu des incubateurs aussi de projets. Et donc, si vous avez un projet qui peut amener à de l'employabilité, n'hésitez pas. Ça a été le cas. Il y avait une professeure des écoles qui faisait des contenus pour les professeurs des écoles, mais étant toute seule, elle n'y arriverait pas. Elle est venue nous voir et on l'a embauchée. Donc, aussi, en tout cas, nous, on peut accueillir les talents ou les personnes qui sont porteuses de projets. Voilà. J'ai une question pour Melvin et peut-être aussi pour Keivan, parce que je sais que c'est aussi le genre de compétences un peu diffuses qui sont recherchées pour les chargés de campagne. Melvin, quand tu parlais de ce sens politique que vous recherchez chez CAP, est-ce que tu aurais des notions de comment le mesurer, de comment ça se traduit concrètement chez vos meilleurs candidats ? Et est-ce que selon toi c'est possible de l'acquérir, et si oui, comment ? Et Keivan, du coup, même question pour les chargés de campagne, vu que je sais que cette vision stratégique c'est quelque chose de très important pour ce type de poste, si tu as aussi des notions de ça, de comment, d'est-ce que ça peut s'acquérir, et de si oui, comment, voilà.
Alors oui, comme tu dis, oui, c'est quelque chose d'un peu intangible. Enfin, c'est sûr que c'est difficile à objectiver. Après, moi, typiquement, il y a Juliette qui essaye de me faire rendre le processus de recrutement plus carré. Donc ça peut faire partie des choses sur lesquelles on peut essayer de travailler pour rendre ça un peu plus objectivable. Mais c'est plus quelque chose qu'on va ressentir lors des entretiens. Et nous, on fait souvent plusieurs entretiens. On fait un premier entretien rapide, soit en personne, soit en visio. Ensuite, on propose à quelques personnes qu'on a retenues de passer une demi-journée avec nous au bureau. C'est aussi l'occasion de tester un petit peu le savoir-être, etc., dont je parlais tout à l'heure. Et c'est aussi l'occasion d'avoir un meilleur sens, justement, de cette vision, de ce sens politique. La deuxième partie de ta question, c'était concrètement, oui, à quoi ça ressemble. Oui, en fait, typiquement, tu peux avoir des candidats qui vont très bien connaître les processus politiques, voilà, le suivi d'une proposition de loi, des choses comme ça, mais tu sens qu'il n'y a pas cette capacité de réagir, de s'adapter, de proposer des choses nouvelles, de proposer une stratégie. Et donc, l'autre partie de la question, c'était... Ah, est-ce que ça peut s'acquérir? Alors oui, je pense, mais je pense que c'est pas évident. Je pense que tu as vraiment des gens qui ont ça, tu vois, et je pense que c'est aussi des gens qui s'intéressent à la politique depuis longtemps. C'est pour ça que quelque part, je disais, nous typiquement les diplômes, bon, c'est bien sûr on va le regarder, mais c'est pas une condition sine qua non. Tu as des gens qui peuvent avoir un vrai sens politique parce qu'ils s'intéressent de près à la politique depuis longtemps, qui suivent tout ça ou qu'ils ont eux-mêmes été impliqués plus ou moins directement. Donc oui, je pense que bien sûr ça peut s'acquérir, mais pas en 5 minutes. Je pense que c'est aussi une façon de penser, quelque chose qui se fait sur le long terme à force de s'intéresser à ces sujets-là, et, que ce soit dans le cadre de l'animalisme ou pas, hein, du coup ça pour le coup c'est quelque chose, voilà. Kevin? Oui, non, la réponse c'est que je sais pas. C'est plutôt mes collègues dans d'autres pays qui font des campagnes type, un peu comme ce que fait le 214, donc des campagnes de pression sur les entreprises pour qu'elles arrêtent d'utiliser des œufs venant de poules en cage ou d'autres choses. Et nous, on fait pas du tout ça à Assiette Végétale. On est dans une approche beaucoup plus collaborative. Donc non, c'est pas des métiers que je connais bien, chargé de campagne, donc je sais pas. Ok, on va arrêter pour maintenant sur le live. On peut couper la captation et ensuite on a 2 présentations non filmées. Vous pouvez applaudir pour la fin du live. Voilà.